Donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré au programme de cycle master Design et stratégie d'innovation en monde immersif de l'école de design Atlantique. Webinaire du 29 avril 2025. Je suis Frédéric Degouzon, je suis directeur stratégie, recherche et développement et j'ai en charge la coordination de l'implantation de l'école de design sur un site nouveau à Laval, en Mayenne. Je serai accompagné ce soir pour intervenir et expliciter les contenus de ce webinaire par Rémi Hénard, qui est lui-même responsable pédagogique et développement du site de Laval, et Léa Gilbert, qui est avec nous également et qui est en charge de tout ce qui est en relation avec les admissions, vont donc constituer les personnes qui vont intervenir ce soir. L'idée étant de balayer rapidement dans cette petite heure qui est devant nous, de balayer les contenus principaux et de me faire un focus particulier sur ce nouveau programme de cycle master, ces 2 années de formation que nous proposons à Laval, sur un sujet particulier autour des mondes immersifs. Il était important de pouvoir faire connaître en fait ce nouveau programme et pour nous, ce sera effectivement l'occasion peut-être de répondre à vos questions. Pour ce faire, il faut passer par un module questions-réponses qui est intégré dans l'interface de Teams que vous devez voir apparaître dans la barre de navigation. Donc, il y a une petite icône Q et R. Il faut passer par cette petite interface pour pouvoir poser des questions. Et Léa, qui est avec nous, se fera un plaisir de répondre directement aux questions les plus simples. Et puis, on reprendra peut-être certaines questions en direct dans le cadre du webinaire. Je vais démarrer tout d'abord par remettre le contexte de l'école de design. Qui sommes-nous? Eh bien, l'école de design Nantes Atlantique, c'est une grande école de design. C'est une école de design qui a été créée il y a 35 ans, qui est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, qui a dans son ADN très profondément la relation avec le monde socio-économique, avec le monde industriel, avec les entreprises. L'objectif et la mission de l'école, c'est de former des compétences adaptées aux réalités du monde socio-économique d'aujourd'hui et de demain, pour des étudiants qui vont nous rejoindre et qui seront amenés à travailler dans 5 ans, dans 10 ans, en tant que créatifs dans un milieu professionnel. C'est une école qui a beaucoup gagné en reconnaissance et en visibilité depuis 25 ans, qui est aujourd'hui très reconnue à la fois au niveau académique, puisqu'elle elle délivre un diplôme Bac+5 visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est aujourd'hui grade de master depuis quelques années, ce qui en fait un diplôme complètement équivalent à ce qu'on peut préparer dans une école de commerce ou dans une grande école d'ingénieurs. C'est un établissement qui est reconnu établissement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes un établissement à statut associatif, à but non lucratif. Donc nous avons à la fois effectivement toute la souplesse et toute l'agilité d'un établissement privé, mais également toute la reconnaissance et le caractère d'intérêt général de l'établissement qui est important, avec une mission éducative qui est au centre de l'activité de l'école. La reconnaissance du diplôme nous a amené aussi la possibilité de participer à la conférence des grandes écoles. Donc, nous sommes une grande école de design avec des capitales qui est aux côtés des grandes écoles de commerce et des grandes écoles d'ingénieurs reconnues en tant que telles. Et nous avons également, depuis de nombreuses années maintenant, un contrat d'association avec Nantes Université qui participe de l'excellence de nos formations et qui nous amène à avoir différents types de diplômes reconnus au sein de l'établissement. Pour parler diplômes, donc on a aujourd'hui 2 grandes familles de diplômes au sein de l'école de design, des diplômes de niveau Bac+3, avec des diplômes nationaux des métiers d'art et de design, des DENMAT de grade licence. On a également un bachelor avec l'école de commerce Audencia. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces formations-là qui ne sont pas le sujet du webinaire de ce soir, mais elles existent. Nous avons notamment des programmes Bac+3 de DENMAT spécifiques à Laval autour de la question de la transition numérique des métiers du design. Et puis, dans le cadre effectivement du diplôme de design Bac+5, qui est un diplôme en 5 ans, qui est un cursus post-bac, mais avec des possibilités d'intégration parallèle. Donc, les étudiants ont la possibilité de préparer un diplôme de grade de master, qui est le diplôme de design de l'école de design, un diplôme très spécifique à l'école, mais à la fois aussi très reconnu dans les compétences qui permet d'acquérir à la fois par le monde professionnel et d'un point de vue académique. Comme je le disais, ce diplôme de design Bac+5 est un cursus de 5 ans, mais avec des passerelles possibles. Il est découpé en 2 grands cycles en fait, d'enseignement. Un premier cycle plutôt orienté métier,
qui se fait donc après toute série de bac, et puis une deuxième partie de cursus, un cycle master, 2 années de formation qui correspondent à la quatrième et cinquième année du cursus 5 ans, qui est un moment, je dirais, de spécialisation autour d'une approche managériale, une approche stratégique. En fait, comment le design peut accompagner des projets stratégiques des entreprises, la stratégie globale des entreprises, accompagner des projets d'innovation, faire un meilleur usage, je dirais, de l'état de la connaissance et donc de s'adosser à la recherche, et comment globalement les designers sont en capacité d'appréhender, de proposer des solutions pour des problématiques complexes dans un niveau de reconnaissance qui soit équivalent à celui des ingénieurs ou celui des gens issus des écoles de commerce. Le sujet de ce soir, c'est plus précisément effectivement un programme de cycle master spécifique. Le cycle master, il existe dans plein de parfums, je dirais, mais on va mettre le focus sur un parcours spécifique qu'on a développé à Laval. Avant de revenir sur Laval, je vais peut-être redonner le périmètre de l'école. Donc je vous disais grande école de design dans tous les sens du terme, grande école par la reconnaissance, on vient d'en parler, mais grande école également par, je dirais, le niveau, le nombre d'étudiants accueillis. Aujourd'hui, on est un peu moins de 1800 étudiants accueillis simultanément dans toutes les formations initiales de l'école, dont une grande partie en apprentissage. Aujourd'hui, il y a quasiment toutes les formations qu'on organise en France sont accessibles soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage. Et puis on fait également de la formation continue. On existe depuis 35 ans, donc on a un réseau de diplômés qui est aujourd'hui très développé. On a plus de 4000 diplômés sur tout le territoire national et très au-delà, à l'international. Et avec une pédagogie par le projet dans lequel on a beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent partager leur expérience, ce qui fait qu'on a un nombre d'intervenants extrêmement important. L'idée étant de donner des compétences les plus à jour et les plus directement applicables à nos étudiants dans le contexte de leurs études. Comme je vous disais, ADN aussi de relations avec le monde socio-économique. Donc, on peut se targuer d'avoir travaillé avec plus de 1000 entreprises depuis 25 ans. Voilà, avec une relation très forte, encore une fois, avec le monde économique. Euh, donc, cette dimension professionnelle, évidemment, elle se traduit concrètement par l'apprentissage, qui est évidemment un mode d'intégration des étudiants dans les entreprises, mais aussi par toute une série d'activités, donc avec des projets en partenariat qui peuvent se faire sur des formats courts ou des formats longs, avec des stages, évidemment, qui font partie des points de passage obligatoires dans une formation en voie scolaire. Et donc, cette prévalence de l'apprentissage qui est une pratique ancienne chez nous, hein, puisqu'on a créé le premier centre de formation d'apprentis dédié au design en 2006, et qu'on a depuis cette période très régulièrement des apprentis au sein de nos formations. Pour ce faire, on est évidemment certifié Calliope, qui est la procédure de qualité obligatoire pour pouvoir prétendre à être centre de formation d'apprentis. Donc c'est là aussi un signe de reconnaissance extrêmement important. Une idée qu'il faut avoir en tête, quand on parle de design à l'école de design Nantes-Atlantique, on parle vraiment d'un design qui est inscrit, je dirais, dans les usages, dans les besoins de la société, dans les besoins de l'économie, les opportunités de marché aussi des entreprises, la capacité du design à créer de la valeur, la capacité aussi à interroger l'innovation technologique, et donc tout ce qu'on va décrire ce soir, en fait, rend dans ce cadre général, en fait, autour de la question de comment le design accompagne les changements sociétaux liés à des changements sociaux, à des changements d'usage, à des changements technologiques, et comment, quelque part, les designers sont outillés pour répondre correctement à toutes les problématiques proposées par ces changements, à la fois dans les pratiques professionnelles, à la fois dans les pratiques sociales, dans les pratiques de tout un chacun au quotidien. Et donc ce contexte professionnel en évolution, je vais laisser Rémi peut-être détailler un peu plus ce qu'on fait à Laval, mais je vais peut-être introduire le sujet de Laval en anticipant un peu sur les slides suivantes. L'école de design Nantes-Atlantique, c'était historiquement construite et développée depuis le site nantais. On a un très beau bâtiment sur l'île de Nantes, au centre de Nantes, qui était un engagement très fort des collectivités autour de l'activité de l'école.
et avait choisi de se développer à l'international historiquement. Et on avait finalement pas fait le choix d'aller travailler dans d'autres villes de France. On a eu l'opportunité il y a quelques années de réfléchir à un projet d'école à Laval, en Mayenne. Laval, c'est une ville de 50 000 habitants qui a construit une expertise particulière autour de la réalité virtuelle avec qui on travaille avec des acteurs installés sur le territoire, avec qui l'école de design travaillait depuis très longtemps, les arts et métiers, le Clarté, le salon Laval Virtual, etc. Et cette invitation des collectivités territoriales à réfléchir à un projet d'école a été pour nous l'occasion de réfléchir à un projet d'école qui permette de mieux accompagner la transition numérique des métiers du design, de mieux former les professionnels de la création qui puissent également, quelque part, maîtriser une grammaire, un vocabulaire, une pratique du numérique qui était en train de se développer et de s'installer dans différents métiers du design qui n'étaient pas historiquement numériques, autour de l'architecture intérieure, autour du design industriel, autour de différents domaines d'application. C'est comme ça que l'école de design Atlantique s'est posé la question d'organiser des formations à Laval. Laval, donc avec des formations post-bac, bac plus 3, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, et également avec ce programme de cycle master design et stratégie d'innovation en monde immersif que Rémi va détailler très en profondeur, qui est une réponse aussi à cette question d'accompagnement des transitions numériques des métiers du design. Mais je vais laisser la parole à Rémi, qui va vous présenter ça de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus détaillée. Et puis, je ne veux pas déflorer non plus le sujet de ce qui va se passer dans ce programme à partir de la rentrée 2025. Rémi, c'est à toi. Rémi, ton micro est coupé. Effectivement, merci beaucoup. Donc je disais, je vais reprendre la main sur ces éléments de contexte et de transition dans le monde des entreprises. Et je voulais succinctement parler d'une transition qui est en train de s'initier aujourd'hui et qui va être assez importante pour les années à venir, qui est une transition écologique en fait, sur le fait tout simplement on va devoir de moins en moins se déplacer et de moins en moins loin, tout en ayant un besoin important de communication avec des personnes distantes, voire des personnes très distantes dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Et puis, toutes ces transitions, en fait, tous ces changements dans le monde industriel, ça amène le besoin de profils hybrides, de personnes avec des compétences variées et complémentaires. Donc, évidemment, des compétences qui sont les fers de lance du designer, comme sa créativité, qui est une évidence, mais aussi des compétences techniques, des compétences numériques, autrement dit, savoir coder un petit peu. Et puis, des compétences de communication. Donc, savoir échanger avec d'autres personnes, savoir discuter et savoir avancer ensemble. Autrement dit, le designer, de plus en plus, et comme c'est historiquement le cas, doit être le pont entre les métiers pour accompagner le changement. Donc c'est bien dans ce contexte-là que s'inscrit finalement ce master DSI dont on va parler par la suite. Donc Frédéric le disait, une implantation à Laval, et c'est une partie de la réponse en fait à ces nouveaux besoins de l'entreprise, à ces nouvelles transitions de l'entreprise. Cette installation à Laval participe de la réponse que nous on apporte en tant qu'école du design. Donc effectivement 40 étudiants depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. À terme, 310 étudiants et 100 autres apprentis sur notre site lavallois. Et une coloration de ce campus qui est assez particulière, puisqu'elle traite de deux choses qui sont l'immersive design et l'industrie. Donc c'est deux éléments qui demandent à être explicités un petit peu, puisque finalement un petit peu disruptive dans le monde de la formation en design. L'immersive design, c'est quoi? C'est comment nous, en tant qu'école de design, et comment les designers vont appliquer les technologies immersives et les mettre à leur service afin de faciliter la démarche de conception. Donc c'est pas du tout une fin en soi. Nous ne formons pas des producteurs de réalité virtuelle, encore moins dans le cadre d'un master DSI, mais la question se pose évidemment de comment ces technologies vont nous servir à nous en tant que designers, comment elles vont accompagner, comment elles vont faciliter nos processus de design.
Donc évidemment, les potentialités de ces technologies immersives, c'est la possibilité de tester en amont avant de fabriquer un prototype. Donc par exemple, si on parle de l'automobile, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on va pouvoir tester un certain nombre d'usages, valider un certain nombre d'éléments d'une voiture avant d'en faire des maquettes, quand on sait qu'une maquette peut coûter entre 20 et 200 000 euros en fonction du niveau de détail. Étudier des éléments de conception à taille réelle. Donc ça, un exemple que je prends souvent, c'est poser une pale d'éolienne sur son bureau. C'est pas très simple. La voir en réalité virtuelle, c'est tout à fait faisable et à taille réelle et dans son contexte, pourquoi pas. Faciliter la formation, puisqu'évidemment, si on parle de machines-outils, si on parle d'engins de chantier, mobiliser ces machines réelles pour former les gens, ça a un coût important. Et on peut aujourd'hui faire une partie de la formation en fait grâce aux technologies immersives, ce qui permet à la fois d'avoir un meilleur engagement dans les formations et de réduire les coûts de ces dernières. Et puis on peut aussi aujourd'hui s'incarner dans des mondes indépendants des standards réels. Ce que j'entends par standard réel, ça va être la physique, ça va être le coût du mètre carré dans le monde réel, etc., etc. Donc on a aujourd'hui cette capacité à se projeter dans des environnements qui, par leur composante numérique, par le fait qu'ils soient numériques, nous donnent une immense liberté en fait quant à ce qu'on va faire à l'intérieur. Et puis, ça permet aussi d'améliorer les processus de fabrication, de construction. Typiquement, là encore une fois, par la production de tests utilisateurs, par l'itération sur ces tests utilisateurs, au travers de maquettes numériques qui vont pouvoir devenir interactives et surtout être utilisées à taille réelle, comme elles le seraient vraiment dans le réel. Et puis cette seconde coloration liée à l'industrie. Donc comme vous le verrez, les formations proposées à Laval sont des formations qui sont obligatoirement en alternance. Et les grands groupes industriels, je dirais des entreprises qui vont compter plus de 50 salariés pour être très très large, ont une capacité à accompagner des apprentis, à accompagner des alternants, déjà dans leur pédagogie, d'un point de vue pédagogique, puisque l'alternance se fait finalement à la place d'une pédagogie plus traditionnelle, et donc cette alternance doit quand même justifier d'une montée en compétences. Donc il y a un besoin d'encadrement. Et puis il y a aussi le contrat, tout simplement, puisque le contrat d'apprentissage doit être pérenne dans le temps, doit durer la durée de la formation. Des entreprises qui ont plus de 50 salariés ont les reins suffisamment solides pour absorber ce coût supplémentaire qui peut être lié à l'emploi d'un alternant. Acquérir des compétences utiles, quel que soit le contexte professionnel, l'industrie, on le sait, quant à la production, puisque forcément, on sort des choses à très grande échelle, donc il y a plus de contraintes par rapport à ça. Et ces compétences qui seront acquises dans l'industrie seront toujours utiles, quel que soit le métier vers lequel se destinent les futurs diplômés. Cette culture et ces compétences seront toujours intéressantes. Et puis, cette culture, elle participe aussi d'un retour facilité dans le secteur industriel. Peut-être qu'à la sortie de votre master, vous vous direz, bon, ben, j'ai envie de partir dans une grande ville et puis de rentrer dans une agence de design, voir ce que ça donne, et je vous le souhaite vraiment. Mais un jour, peut-être, vous aurez envie de retourner vers l'industrie, et cette acculturation favorisera ce retour. Donc la question qu'on s'est posée à l'origine de ce projet de master DSI-MI, c'est comment dans un contexte professionnel en perpétuelle mutation, comment lever les barrières physiques et culturelles pour faire du design une approche stratégique et globale en entreprise. Donc c'est de là que est né ce cycle master design et stratégie d'innovation en monde immersif, qui est donc une variante, je dirais, une variation du même cycle master design et stratégie d'innovation qui est présent à Nantes. Donc les grandes thématiques qui vont être abordées dans ce master, c'est comment la méthodologie du designer peut-elle être appliquée dans des domaines variés et complexes, comme je le disais, les processus, les ressources humaines, la propriété industrielle, etc., etc. En fait, tous les domaines qui sont extérieurs à la conception telle qu'on la perçoit habituellement dans le monde du design, et qui pourtant peuvent très 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 largement profiter de nos compétences et de notre méthodologie. Comment construire une vision stratégique pour le développement d'une structure grâce aux méthodes du design. Donc là, c'est vraiment comment le designer peut avoir un apport sur les stratégies d'entreprise. Comment le designer peut-il être le moteur dans une politique de transition dans l'entreprise? Donc on parle évidemment de transition numérique, mais aussi de transition managériale, de RSE, etc., etc. Comment l'innovation et le travail du designer peuvent-ils aboutir à la création d'une entreprise? Puisqu'effectivement, c'est important de se dire que les designers, en tant qu'innovateurs, ont aussi une potentialité à aller créer leur propre entreprise pour porter eux-mêmes leur innovation. Et puis, comment les méthodes du design facilitent la gestion de projets complexes au sein d'une équipe distribuée. Donc c'est là qu'on retrouve ces éléments finalement relatifs aux technologies immersives et à la capacité d'échanger avec des personnes distantes.
Tout ça, ça s'inscrit dans une logique liée à l'entreprise. Encore une fois, comme je le disais précédemment, une transition. Et cette transition, elle est aussi liée finalement à la perception du designer. Il y a un certain nombre d'années, le designer était au service de l'apparence et malheureusement, c'est une perception dont on ne s'est pas encore tout à fait débarrassé. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le designer est vraiment considéré comme un atout pour l'entreprise et pas seulement comme un atout au niveau de la conception, mais comme un atout au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fondamental à comprendre, qu'il y a eu une belle évolution dans les 15 dernières années à ce niveau-là. Donc devenir designer stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquérir les clés de lecture du monde de l'entreprise, donc savoir expliquer et transmettre ces méthodes au sein de mon organisation. Autrement dit, quand je sors du contexte qui est le mien habituellement de la conception de produits, de services, etc., comment je vais pouvoir expliquer comment je travaille et surtout quel apport ça peut avoir dans un contexte différent. Comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat, positionner le design comme outil stratégique dès la genèse d'un projet, définir les actes stratégiques du développement d'une organisation, appliquer les questionnements et la créativité du designer au modèle économique. Donc là, encore une fois, on sort de notre zone de confort, puisqu'on va carrément aller s'intéresser au modèle économique d'une future entreprise dès sa création. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et aussi extrêmement pertinent du point de vue du designer. Et puis, placer la méthodologie de design comme moyen d'approche globale. Donc encore une fois, prendre du recul par rapport à notre pratique de design et essayer d'atteindre cette vision holistique qu'on appelle de nos voeux pour l'appliquer au monde de l'entreprise et au monde du pilotage d'une entreprise. Donc le cycle master des SIMI, comme je l'ai dit précédemment, est uniquement accessible par voie d'apprentissage. Donc évidemment sur 24 mois, puisque c'est sur 2 années. Donc l'apprentissage permet la prise en charge des frais de scolarité ainsi que la rémunération de l'apprenti. Le rythme de formation. Donc comme nous formons des designers, nous avons la nécessité qu'ils passent un temps assez long en entreprise de manière continue. Tout simplement parce qu'un designer, on lui confie des projets, et pour s'approprier un projet, eh ben, on a besoin de temps. Donc ça nécessite de passer un certain temps en entreprise. Donc c'est 6 semaines en entreprise et 3 semaines à l'école. Et c'est là qu'intervient une des grandes particularités de ce master design et stratégie d'innovation en monde immersif, c'est que sur les 3 semaines d'école, 2 se feront à distance et partiellement en immersion. Donc là, il y a deux objectifs, enfin plusieurs objectifs. C'est de permettre une localisation de l'apprentissage qui soit beaucoup plus libre. Donc là, les étudiants qui vont rentrer dans ce master, on est situé à Laval et ils auront la nécessité de venir à Laval de temps en temps, mais ils peuvent tout à fait avoir une alternance à Marseille ou dans n'importe quelle ville de France avec un impact sur leur scolarité et les frais que ça va pouvoir engendrer qui sera assez limité. Donc un seul logement fixe pour l'alternant. Et puis, chaque 8 semaines, il y aura une venue sur Laval, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, ne serait-ce que pour que les étudiants de ce futur master des SIMI, ils aient une vie sociale entre eux au sein de leur promotion. Donc c'est fondamental. Et puis encore une fois, pour leur faciliter la vie, je suis actuellement en négociation avec un organisme qui pourra les héberger à un coût assez restreint, puisqu'environ 100 € par semaine. Si vous avez envie d'aller voir ce fameux organisme qui s'appelle le CREPS, je vous ai mis un petit QR code pour y jeter un œil. Pour être tout à fait factuel, voilà ce que la forme que prendra le planning du DSI MI pour l'année 2025-2026. Donc avec ici en rouge foncé les périodes à l'école en présentiel et en rose ces fameuses périodes à distance. Et puis les périodes d'entreprise qui sont en bleu. Donc la plupart du temps, ici, forcément, c'est la rentrée. Donc on va plutôt être à l'école en premier, puis ensuite en distanciel. Mais la plupart du temps, finalement, c'est une semaine à distance, une semaine à l'école et une semaine à distance avant de repartir sur un cycle d'entreprise. Tout simplement parce que 2 semaines à distance, c'est un petit peu long finalement. Donc il vaut mieux la couper par une semaine à l'école. Ces semaines à l'école, elles seront vraisemblablement réservées à du travail en projet. On ne va pas mettre les étudiants en cours magistral, avec presque plus de cours magistral en master, mais néanmoins, il en subsiste encore quelques-uns. L'objectif, c'est pas de mettre les étudiants dans ce contexte-là en cours magistral, mais bien qu'ils puissent travailler en projet avec des partenariats locaux autant que faire se peut. Puis il y a une petite semaine particulière, qui est la semaine de Laval Virtual, qui est donc le salon du virtuel qui a lieu chaque année à Laval, et qui pour les étudiants en master qui seront forcément au mois d'avril 2026, pour les premières années en réflexion sur leur projet de fin d'études, et pour les deuxièmes années
à un niveau très avancé dans leur projet de fin d'études et une belle opportunité, soit pour faire du test utilisateur, soit pour présenter son travail et pourquoi pas potentiellement pour trouver un premier job dès la diplomation. Donc ça, c'est une semaine sur laquelle les masters seront forcément à Laval. Donc c'est un positionnement audacieux, effectivement, que de se dire que sur 3 semaines d'école, on va faire 2 semaines en distanciel, avec cette possibilité de le faire en immersion. Mais encore une fois, ça participe en fait de l'accompagnement de nouveaux usages, très clairement. Une évolution des usages sur laquelle les designers doivent être en avance de phase. Donc, l'objectif, c'est de faire bénéficier les projets de tous les atouts des technologies immersives et puis d'adapter le management finalement à ces nouvelles modalités, puisque je pense que où vous soyez, qui vous soyez, vous avez aujourd'hui travaillé déjà, même si vous êtes étudiant, avec des personnes qui télétravaillent de manière partielle, 1-2 jours par semaine, voire de manière totale, ce qu'on appelle vulgairement le full remote. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est généralisé dans les dernières années et qui tend à rester présent, puisque c'est quelque chose que les salariés appellent de leur vœu et qui donc sera très très difficile à détricoter. Dans le contexte du DSI, du cycle master DSI-MI, nous avons dû faire le choix d'une plateforme qui portera ces usages. Et donc, notre choix s'est porté vers Microsoft Mesh, donc, qui est une plateforme d'environnement collaborative qui est proposée par Microsoft, comme son nom l'indique, et qui a une particularité vraiment intéressante, c'est qu'elle est à la fois simple et extrêmement modulable. Puisque, en fait, c'est je dirais presque une coquille vide, où on retrouve les fonctionnalités d'échange, de discussion, de création de réunions via Teams, puisqu'évidemment c'est intégré via Teams, et donc ça participe aussi de tout l'écosystème Microsoft, ce qui est assez intéressant pour nous. Mais surtout, c'est quelque chose qu'on peut très 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 facilement modifier avec des connaissances, je dirais, assez faibles en code. Parce que là, l'image que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle le visual scripting d'Unity, qui permet aujourd'hui de développer des éléments de manière assez simple et intuitive. Et ça ouvre la porte, évidemment, vers la création, pour le diplôme de fin d'études, de preuves de concept, qui seront de vraies preuves de concept interactives, et qui pourront donc démontrer la pertinence de l'usage qui seront portés par les étudiants en cycle master. Et puis, une solution matérielle accessible, puisque forcément, les étudiants en master DSI MI, en cycle master DSI MI, vont devoir s'équiper de systèmes immersifs. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de travailler avec des casques Meta, qui sont aujourd'hui les casques qui présentent le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et donc des casques qui sont à partir de 330 € aujourd'hui. Donc des exemples d'activités pédagogiques qui vont pouvoir se tenir au sein de ce cycle master, donc de la revue de projet. Donc là, vous voyez, c'est intégré à Mesh. La maquette que vous avez ici, c'est une maquette numérique qui est issue d'une photogrammétrie, d'une maquette physique qui a été produite par une de nos étudiantes à Laval. Donc on peut tout à fait prendre des éléments du monde réel, les importer dans ces environnements numériques et puis les travailler. Donc que ce soit une petite maquette, que ce soit un véhicule, que ce soit un vase ou que sais-je encore, n'importe quel finalement produit, espace, etc., etc. Des entretiens et des échanges, puisque évidemment nous sommes incarnés par des avatars. Alors aujourd'hui, ces avatars peuvent faire montre, je dirais, d'expression, même si elles ne sont pas corrélées directement au visage de l'utilisateur. Mais dans les 2-3 années à venir, les casques vont tous faire du suivi de l'œil. Donc ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, si un avatar vous regarde, ça veut dire que la personne qui est derrière cet avatar vous regarde vraiment. Et puis, ils seront aussi capables de récupérer en fait les expressions faciales. Donc là, ce qui est fondamental là-dedans, c'est qu'en fait, on ramène de la présence sociale dans l'interaction à distance. Puisqu'on est tous d'accord que la visio, le problème, c'est le manque de présence et de présence sociale. Et ces environnements immersifs, par les particularités technologiques qu'ils proposent, permettent de ramener des éléments très, très, très importants et très intéressants de la présence sociale. La mise en situation, donc là vous avez un exemple très simple, je parlais d'éoliennes tout à l'heure, mais dans cet environnement, je vais pouvoir aller valider avec des utilisateurs, je dirais des riverains, l'implantation d'éoliennes sur leur territoire. Et leur dire, bah, vous voyez, là, votre maison elle est à telle distance, est-ce que vous entendez le bruit dans l'environnement virtuel? Si vous n'entendez pas de bruit ici, vous n'entendez pas de bruit dans le monde réel. Ah oui, mais s'il n'y a pas beaucoup de vent, il paraît que ça fait beaucoup de bruit. Bah écoutez, on va faire baisser le vent ensemble et vous allez voir que finalement, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc on a la capacité de montrer
et surtout de montrer dans toutes les conditions imaginables. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis une autre chose, c'est du test utilisateur. Donc là, j'ai pris un exemple très simple, mais en tant que concepteur d'espace, j'ai créé un espace et j'y ai mis une signalétique et je vais pouvoir inviter une personne dans cet espace virtuel et tester la pertinence et l'usage de ma signalétique, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir avoir un retour de mes utilisateurs et itérer pour améliorer ma signalétique. Et ces tests, même si je les répète de nombreuses fois, ça me coûtera toujours finalement très peu cher par rapport à ce que me coûteraient des tests si j'ai dû construire un bâtiment, installer ma signalétique dans ce bâtiment, etc., etc. Donc on retrouve bien ici cette notion de facilitation de processus de design et évidemment de baisse des coûts. Donc le contenu pédagogique, pardon, misclick, le contenu pédagogique de ce master, donc évidemment du droit, puisqu'on va parler des statuts de l'entreprise avec cette logique entrepreneuriale, de la gestion, encore une fois dans cette logique entrepreneuriale, et puis d'élargir finalement le scope et les capacités des méthodologies en design, de la propriété industrielle, puisque c'est éminemment important de comprendre ce que c'est, de comprendre comment fonctionne un brevet, non seulement pour se protéger, mais aussi pour pouvoir innover sans crainte, puisque la crainte d'enfreindre un brevet peut être quelque chose de prépondérant et d'important quand on est dans le domaine de l'innovation. Évidemment du marketing, des langues, puisque pour rappel, une des conditions diplômantes des cycles master de l'école du design est d'obtenir le TOEIC avec 800 points sur 1000, donc c'est quelque chose qui se travaille, évidemment. Et puis, encore une fois, du modèle économique, puisque lancer son entreprise, ou du moins influencer les axes stratégiques d'une entreprise, peut vouloir dire qu'on va changer de modèle économique. Je prendrai un exemple tout simple. J'étais dans le cadre de la préparation de cette présentation sur un site bien connu qui s'appelle Flickr, qui change totalement de modèle économique puisqu'ils vont interdire le téléchargement des visuels à tous les utilisateurs qui sont gratuits, tout simplement. Donc là, vraiment, on a un changement de paradigme par rapport à ce qu'était ce site-là il y a encore quelques mois, et c'est un site qui quand même a, je dirais, pas loin de 20 ans. Donc c'est assez important cette notion de modèle économique. Et puis évidemment, des éléments qui sont liés aux technologies immersives, donc des techniques numériques pour mettre en œuvre des configurations immersives. Donc ça veut dire connaître le matériel, mais ça veut aussi dire connaître la manière dont je conçois, dont je crée une application, même si elle est simple, même si c'est à vocation de faire une preuve de concept, j'ai néanmoins besoin d'un petit bagage technique à ce niveau-là. Les usages du numérique, donc la connaissance de ces usages, et puis surtout la connaissance des atouts de ce que ces technologies vont pouvoir faire pour vous en tant que designer et ce qu'elles vont pouvoir faire pour votre entreprise. Et puis, l'expérience utilisateur, évidemment, élément fondamental duquel aujourd'hui on ne peut pas se passer. Et moi, quand je parle d'expérience utilisateur, je parle de l'outil qu'est l'expérience utilisateur, autrement dit le découpage d'une expérience en facteurs que je vais pouvoir analyser et desquels je vais pouvoir tirer des résultats qui, encore une fois, me permettront d'itérer sur ces résultats pour améliorer ma proposition. Et ça, dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée, ça ne se fait pas, ce n'est pas anodin. Il y a des vraies méthodologies à acquérir là-dessus pour faire les choses de manière pertinente et cohérente. Ensuite, évidemment, on est une école de design, donc on travaille par projet, et beaucoup par projet. Alors vous avez ici, forcément, en master, le nombre d'heures de cours en alternance est très réduit, donc le nombre de projets est également réduit. Donc en première année de cycle master, il y a 3 projets. Un projet court, qu'on appelle ici sprint, et 2 projets longs. Donc un projet thématique qui va proposer de produire un système d'innovation de rupture. Et ça, on en reparlera, mais vous avez un schéma très très simple ici qui explique un petit peu les différents types d'innovation, innovation incrémentielle. Et c'est souvent là-dessus que nous, on est en tant que designer, puisqu'on capitalise sur des technologies, innovations d'usage, parce qu'on capitalise sur des technologies qui sont existantes. L'innovation incrémentielle, c'est comment j'améliore une technologie. Et l'innovation de rupture, en fait, elle se trouve à la confluence de l'innovation d'usage et de l'innovation incrémentielle. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui facilitent en fait la compréhension de ce qu'est un processus d'innovation. Le projet de design et complexité, donc là on est sur un projet en partenariat avec un partenaire industriel, un partenaire entreprise, et donc avec une vraie démarche de design global sur une problématique assez complexe, de but en blanc. Et puis le projet de recherche. Alors là encore, ce projet de recherche participe en fait de l'acquisition de compétences liées, comme je le disais, à l'analyse de l'expérience utilisateur. Donc comment en fait les méthodologies qui sont employées en sciences vont pouvoir à moi me servir en tant que designer pour analyser l'expérience utilisateur et pour encore une fois tirer des résultats qui vont être plus fins, donc plus pertinents de mes tests utilisateurs.
Et puis, évidemment, une grosse partie du travail des étudiants en cycle master, c'est le projet personnel de fin d'études. Donc ce projet qui se découpe en différentes phases, 3 phases qui donnent lieu à une évaluation et que vous retrouvez ici, mais surtout le choix d'un projet libre qui doit être cohérent avec la projection professionnelle de l'étudiant, la production d'observations de terrain, qui n'est pas une chose aisée et souvent sur laquelle il faut bien booster les étudiants, la définition d'une problématique, l'établissement d'un réseau d'experts, qui est quelque chose de fondamental, puisque vous le savez, le designer ne fonctionne pas tout seul, ne travaille pas tout seul, et puis finalement, un gros travail sur la définition et la démonstration des concepts, donc là qui est une part importante évidemment du travail du designer, et qui donne lieu effectivement à la deuxième phase et la troisième phase du projet. Et puis, concomitant à ce travail, il y a le travail de mémoire. Donc ce mémoire, c'est une analyse préalable au déroulé du PFE, donc ça accompagne en fait les premières phases de ce grand projet de fin d'études. Et puis, c'est l'expression d'une réflexion de designer sur un thème global, donc cette fameuse problématique qui a été imaginée. Euh, donc là, on attend vraiment qu'il y ait une recherche exploratoire, qu'il y ait une recherche prospective, qu'il y ait une recherche bibliographique qui soit assez poussée. Donc ça, c'est assez important, puisque c'est vraiment un travail différent finalement de la conduite, même si c'est sur la même thématique, c'est un travail assez différent de la conduite du projet de fin d'études en lui-même. Le suivi et l'accompagnement. Donc la pédagogie, comme il y aura ces séances à distance qui peuvent être assez particulières à appréhender dans un premier temps, il y aura une vie de classe avec le responsable pédagogique, donc moi, à chaque fois que les étudiants viendront à Laval. Donc autrement dit, 5 fois dans l'année. Ça ne sera pas forcément des temps très longs, ça sera peut-être des temps assez informels, mais c'est hyper important pour moi et pour les étudiants de pouvoir exprimer la manière dont ça se passe, leurs aspirations, leurs besoins par rapport à cette pédagogie assez innovante. Et donc on le fera systématiquement. Et puis de manière plus générale, une écoute très attentive de l'équipe, puisqu'encore une fois, on est sur un lancement de cycle master avec un groupe d'étudiants qui risque d'être assez modeste. Donc on aura la capacité d'être présent pour vous, en fait, tout simplement. Donc l'équipe lavalloise, en termes de permanent aujourd'hui, est composée d'un responsable pédagogique, moi-même, d'une assistante pédagogique qui est en charge de beaucoup d'éléments de la vie quotidienne des étudiants, pardon, une responsable des relations extérieures qui donc travaille beaucoup pour les étudiants et pour les accompagner dans leurs alternances, dans leurs stages, etc., etc. Donc c'est elle le premier interlocuteur des entreprises. Et puis un moniteur technique qui a un rôle très très important puisqu'il sera là également pour accompagner les étudiants du cycle master dans toutes les problématiques qu'ils pourraient rencontrer, qu'elles soient d'un point de vue technique pour suivre les cours, mais aussi sur des problématiques techniques pour la bonne conduction de leur projet, la bonne conduite de leur projet. Donc c'est un rôle clé, notre moniteur technique. Avant l'alternance, alors pour les candidats en interne, il y a évidemment la possibilité de proposition de contrat d'alternance par nos soins au travers de notre CFA. Et puis pendant l'alternance, il y a une équipe CFA dédiée qui est à Nantes, toujours une équipe locale qui sera à l'écoute des étudiants et une visite annuelle en entreprise où que vous soyez. Nous sommes tenus de vous voir au moins une fois par an. Et puis des points réguliers avec le tuteur d'apprentissage qui seront faits vraisemblablement par téléphone ou alors en distanciel immersif s'ils le souhaitent. C'est une possibilité aussi pour découvrir cet usage qui est assez intéressante pour eux sans doute. Enfin, les débouchés, les projections. Donc l'intérêt, c'est que ce cycle master design et stratégie d'innovation en monde immersif, il est extrêmement pluridisciplinaire. Il apporte beaucoup de compétences qui sont assez vastes et qui permettent en fait de prendre beaucoup de recul sur la méthodologie du design et donc qui permettent de prétendre finalement à un assez haut niveau de compétences lorsque vous irez postuler en entreprise. Donc ça peut mener à des postes de designer responsable de projet, de designer intégré, et c'est plutôt là-dessus qu'on est bon, nous, à l'école de design. C'est pour former des designers qui ensuite vont être intégrés donc, dans des bureaux d'études, dans des bureaux de design, dans des collectivités territoriales. En fait, toutes les entreprises qui aujourd'hui ont intégré le designer comme une partie intégrante de leur entreprise et de leur manière de travailler. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, des designers responsables d'agence, et pourquoi pas, au travers de votre projet de fin d'études et au travers de votre cycle master, des créateurs d'entreprises. Euh, Pardon, j'ai eu l'impression que... excusez-moi. Donc des exemples de projets qui peuvent être menés
grâce en fait à l'apport des technologies immersives par le designer et pour le designer, donc évidemment de la conception de produits. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure du contexte de l'automobile, où on peut très facilement valider énormément d'éléments. On a aussi vu des expérimentations où on a apporté de l'haptique dans ces maquettes virtuelles. Donc autrement dit, on a apporté le sens du toucher à ces maquettes virtuelles de véhicules. De la construction et des jumeaux numériques, donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui va vraisemblablement être un des fers de lance de nos formations lavalloises, c'est le jumeau numérique pour le bâtiment. Donc autrement dit, avec deux technologies concomitantes, même trois, les technologies immersives, le BIM et le jumeau numérique, donc le Building Information Management. Le BIM et le jumeau numérique, c'est aujourd'hui des technologies qui techniquement sont assez abouties, mais qui en termes d'usage ne sont absolument pas développées. Donc tout simplement, on a une énorme opportunité, nous en tant que designers, d'aller développer ces usages. Donc on en parlait tout à l'heure encore avec les équipes en interne. On a très 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 belles opportunités là-dessus. Et il y a vraisemblablement dans les années à venir beaucoup d'entreprises de type Vinci, de type Eiffage, qui auront la volonté de développer ces éléments-là avec des designers. Comme j'ai déjà dit, l'expertise UX, donc finalement le designer peut aussi se prévaloir de cette forme d'expertise qui est l'analyse de l'expérience que vivent les gens, que ce soit dans un environnement immersif ou pas, mais on l'a vu, ces environnements immersifs quand même proposent des aspects qui sont assez intéressants, ou dans l'accompagnement des clients, potentiellement des utilisateurs, donc dans la découverte d'un lieu, dans son appropriation, etc., etc., etc. Donc des employeurs potentiels, donc là je vous présente des entreprises avec lesquelles l'école a déjà collaboré, que ce soit par des projets en partenariat, que ce soit par des alternances, ou par le fait que des alumni soient présents dans ces entreprises. Donc quasiment uniquement des grands groupes, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, puisque encore une fois, les entreprises qui intègrent le design sont en premier lieu des entreprises d'une taille assez importante, et des entreprises qui sont très matures. Donc c'est pour ça que ces entreprises sont présentes. Donc vous voyez qu'ici, il y a quand même des acteurs assez variés, du jeu vidéo, de la technologie, de la construction, d'assaut avec à la fois de l'aéronautique et de l'ingénierie logicielle, Bell avec de l'agroalimentaire. Alors Bell, on ne connaît pas forcément bien le nom, mais c'est Babybel, la vache qui rit, etc., etc. Donc encore un groupe alimentaire extrêmement important. Renault, évidemment, et puis AIA, des architectes qui sont aujourd'hui très 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 bien implantés. Pour finir, et je laisserai ensuite la parole à Léa pour vous parler des modalités d'admission dans ce cycle master des SIMI, l'insertion professionnelle. Donc on constate qu'à la sortie de nos masters, que nos étudiants sont en poste à 66%, avec une poursuite d'études à 9%, et quand on parle de poursuite d'études, on parle presque quasiment uniquement de doctorat, ou alors d'une dernière année de master pour se spécialiser. Alors il faut bien prendre en compte ici qu'il y a 25% de recherche d'emploi. Il y en a encore vraisemblablement qui sont en repos ou qui sont partis voyager, etc., etc., etc. Donc c'est des chiffres qui sont assez encourageants finalement. Je te laisse la parole, Léa. Merci beaucoup de votre écoute. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous l'a bien introduit Rémi, j'interviens simplement concernant les modalités d'admission. Donc, pour nous rejoindre sur ce cycle master DSIMI à Laval. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être détenteur ou détentrice d'un bac plus 3 au minimum ou équivalent, donc qui vous délivrerait un niveau de 180 crédits ECTS. Si jamais vous n'êtes pas sûr en tout cas de la reconnaissance de votre niveau d'études, n'hésitez pas à vous orienter vers le service pédagogique de votre formation actuelle. Parfois, vous avez le droit à des crédits ECTS sans le savoir. Pour intégrer notre école en 4e et 5e année, donc vous avez plusieurs étapes à suivre. La première, c'est de remplir un dossier de candidature sur le site de l'école. Vous avez un espace candidat à créer en ligne. Et par lequel, du coup, vous constituerez également un dossier d'admission qui comprend des pièces assez classiques. Donc, c'est CV, lettre de motivation, portfolio, attestation de niveau d'anglais. Et puis, je crois que c'est tout assis. Et les bulletins des 2 dernières années. Et tout ça avant le 15 juillet 2025. Souvent, on me pose la question jusqu'à quand on peut candidater. Ma réponse est régulièrement, est très souvent la même, pardon, dès que possible, puisque l'objectif, c'est quand même de vous assurer un maximum d'opportunités professionnelles et ne pas passer à côté d'opportunités liées à l'alternance. On est en plein dans la campagne alternance, donc c'est plutôt maintenant que ça se joue.
Une fois que votre dossier est validé, et s'il est validé, vous êtes ensuite convoqué à un entretien individuel qui se passera en visioconférence avec le responsable pédagogique, donc Rémi, ou alors quelqu'un d'autre de l'équipe pédagogique. Ce qui est bien aussi à l'école des design, c'est qu'on vous donne votre résultat dès la fin de votre entretien. Donc, si vous le passez avec Rémi, à la fin, il sera capable de dire, bah voilà, au vu des prérequis de notre échange, vous êtes admis sur notre cycle master. Et ensuite, nous, au service admission, on s'engage à vous faire un retour écrit, donc une confirmation écrite de votre admission avec une lettre d'admission, sous 48 heures maximum. Donc, vous êtes rapidement fixé. Et étant donné qu'il s'agit d'une formation accessible uniquement en voie d'apprentissage, une fois que vous avez validé votre admission et qu'on vous l'a validé également, vous déclenchez automatiquement l'accompagnement lié à l'alternance dispensée par l'école. Donc, la première étape, c'est de procéder à un entretien de positionnement qui sera cette fois-ci avec moi, au cours duquel on viendra recadrer un petit peu votre recherche, savoir un petit peu quel est votre profil, quelle est la zone géographique. Et ça permettra ensuite à l'équipe du CFA d'assurer un matching ou également à notre responsable des relations extérieures de voir quel est le matching possible sur le site et en tout cas dans la région mayonnaise. Juste pour rappel, l'accès à la formation est conditionné par la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, tant que vous n'avez pas signé votre contrat d'apprentissage, vous n'êtes pas officiellement inscrit, mais vous êtes tout de même admis. Donc, vous pouvez tout à fait le mentionner sur votre CV et ça peut vous permettre d'accéder à des opportunités professionnelles. Donc, ne pas hésiter à le faire. Voilà pour les modalités d'admission. Rémi, je te repasse la main puisqu'après, il s'agit d'autres éléments pour lesquels je n'ai pas tous les détails. Merci pour votre écoute et bonne soirée à toutes et à tous. Ton micro, Rémi. Et oui, on essaye de faire les choses bien. Donc, j'en parlais rapidement. Effectivement, il y a des moyens matériels qui sont importants puisque l'étudiant ne sera pas toujours à Laval. Donc, il faut être équipé d'un ordinateur, même si j'imagine qu'aujourd'hui, un étudiant qui candidate en master a déjà son ordinateur. Mais surtout, de ce fameux casque de réalité virtuelle. Comme je vous le disais, aujourd'hui, vous pouvez accéder à un casque de réalité virtuelle tout à fait fiable et tout à fait robuste et largement suffisant pour faire les 2 années et le travail que vous avez à faire avec à 330 euros. Voilà, donc un MetaQuest, c'est absolument parfait, ça fait tout à fait le boulot et à un prix abordable évidemment pour le matériel que c'est. Même si je suis bien conscient que ça reste un certain investissement tout de même. Donc en résumé, ce fameux cycle Master DSI MI va vous proposer de prendre du recul sur les méthodologies design pour vraiment vous approprier ces méthodologies comme étant un outil de stratégie globale. Et puis, ça vous propose aussi de maîtriser la conduite de projet design complexe en accord avec les évolutions de notre société. Autrement dit, comment je fais pour piloter des projets de design complexes alors que mon équipe est éclatée, que j'ai potentiellement 2 personnes dans mon équipe qui sont en télétravail 2 jours par semaine, etc., etc., etc. Donc cet apport sur le pilotage, le management d'équipe à distance est aussi extrêmement important pour nous et on est absolument certain de sa valeur ajoutée dans ce contexte-là. À retenir, si vous êtes encore indécis, que vous avez besoin de discuter, nous faisons une porte ouverte à Nantes le 24 mai, donc à la fin du mois prochain. N'hésitez vraiment pas à venir, je serai présent. Frédéric sera également présent, Léa aussi, les équipes pédagogiques seront là. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Ou dans l'intervalle, si vous avez une question, vous pouvez évidemment téléphoner à l'école ou nous passer un petit mail. Nous vous remercions vraiment de votre attention et nous laissons la place aux questions, si vous en avez. Par le module questions-réponses et on va faire plaisir de répondre en live si vous avez des questions. Moi, si personne ne pose de questions, moi j'en ai une à te poser, Rémi. Sur les profils des étudiants qu'on attend sur ce programme-là, est-ce qu'il y a des profils privilégiés ou est-ce que c'est ouvert à toute une variété
de Profit le designer, voilà. Est-ce que c'est réservé à des gens qui ont déjà travaillé avec le numérique ou est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer ça après avoir développé une autre compétence autour du design produit, autour de l'architecture intérieure, par exemple? Est-ce que ce sont des domaines qui seront intéressants pour intégrer ce programme précisément? Alors, il y a eu une très 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 longue réflexion sur ces prérequis et comment on allait mettre ça en place. Et finalement, la réponse la plus logique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on forme? On forme des designers ou on forme des développeurs? Ben, on forme des designers. Donc finalement, les clés qui vous permettront de travailler avec ces technologies immersives et encore une fois au niveau du designer, donc sur la réalisation de preuves de concept, elles vous seront données, elles vous seront apportées. On remettra des éléments de cours pour vous accompagner là-dessus. Et c'est aussi cette logique qui a guidé notre choix vers les choix logiciels qu'on a fait aujourd'hui, de Mesh, etc., d'aller vers des choses qui sont accessibles, en fait, qui sont tout simplement accessibles. Donc, au contraire, plus vos compétences sont diverses et variées, et plus la richesse que vous apporterez à la formation et à vos camarades dans le contexte des projets sera intéressante. Donc, ne voyez pas votre niveau de compétence que vous percevez peut-être comme faible aujourd'hui en numérique, comme un frein à votre intégration à ce cycle master DSIM. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait. J'avais également une question, peut-être une question qui vient souvent, sur la répartition géographique des étudiants qui accèdent à l'apprentissage. Voilà, donc ça a été dit, mais effectivement, c'est peut-être bon de le répéter. C'est une répartition qui est nationale. Euh, pour faire de l'apprentissage, il faut être forcément dans une organisation qui est installée en France. C'est pas forcément une entreprise française, mais elle doit avoir une activité permanente en France. Par contre, effectivement, dans les domaines du design, ben, l'emploi, il n'est pas toujours à côté de chez soi. Et c'est là où effectivement la formule hybride avec une partie en distanciel est intéressante aussi, puisqu'on peut être amené à s'expatrier et à devoir aller près de l'emploi, qui peut être très fois très loin de son lieu de formation. Il est Donc, aussi, dans ce contexte-là, il est important de préciser, je pense que Laval est à 1 heure et quart de Paris. oui, Et effectivement, quand même, pour des designers, à Paris, il y a quand même un certain nombre d'opportunités qui peuvent être intéressantes. Et effectivement, grâce au TGV, bah, c'est 1 heure et quart. Donc même pour ces quelques semaines à passer en Mayenne, la logistique est assez simple. Excuse-moi. non, non, mais c'était exactement ce que je voulais dire. Très bien. Effectivement, Laval est assez bien connecté. On est à une demi-heure de Rennes, on est à 1 heure et quart de Paris, on est à 2 heures de Nantes. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est assez simple de se loger sur place et il y a des possibilités. Rémi en a évoqué qui sont très, très peu onéreuses, mais il y a aussi tout un parc privé qui est accessible. Donc effectivement, les conditions de vie sur place sont assez intéressantes, en sachant qu'effectivement, beaucoup de choses vont aussi se passer à distance sur cette formation. Toujours pas de questions dans la salle? Je vous propose que nous nous en tenions à cet échange. Donc, ben, merci beaucoup de votre écoute attentive. Et donc, probablement à très bientôt. Encore une fois, toute l'équipe reste à votre disposition pour tout éclairage ou toute précision relative à votre cas particulier, le cas échéant. Et donc vous aurez le plaisir de retrouver cet enregistrement sur notre chaîne YouTube très rapidement, si vous voulez revenir sur un point ou un autre de ce qui a été dit, aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas effectivement à contacter Léa et l'équipe du recrutement qui sera à votre disposition à travers le mail ou le téléphone. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis donc à très bientôt sans doute, au nom de toute l'équipe de l'école de design. Bonne soirée. Bonne soirée.